On peut être le meilleur comédien du monde, mais un public, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le tromper dans ton authenticité. C'est aller vraiment être ciblé vers l'information qui va toucher la personne et qui va vouloir donner envie d'en savoir plus, de vouloir voir plus de vidéos ou de vouloir acheter tes conférences. À contenu égal, ce qui fera la différence entre pourquoi on va te choisir toi ou un autre, c'est une personnalité. Restez humain, ne pensez pas enlever tous ces masques. Encore une fois, ce n'est pas lié à un manque de préparation ou quoi. Soyez vous-même, soyez authentique. Bienvenue ici Johan Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Poulart, conférencier professionnel de renommée. D'ailleurs, ce podcast a été enregistré il y a de ça quelques temps et je l'ai retrouvé dans mes archives et je me suis dit mais toutes les pépites que Michel a partagées, c'est de la valeur pure, de vraies grosses pépites pour vous aider sur la conférence, sur la prise de parole en public, sur la confiance en vous, de vaincre le syndrome de l'imposteur, de vaincre le perfectionnisme. Et je me suis dit ce serait dommage de laisser cette interview dans les archives et je me suis dit il était temps de la publier. Donc voilà, je m'excuse notamment pour la qualité du son, comme elle date au niveau du matériel, c'était pas encore ça, mais comme Michel a lâché du lourd, vous avez presque une heure de contenu, de grosses valeurs ajoutées. Et quand je vous dis que ça vaut de l'or sur la prise de parole, la confiance en soi, et d'ailleurs, la plupart des conseils qu'on a donnés, parce que ça fait un petit moment qu'on a enregistré l'interview, je les ai appliqués dans mes propres conférences. Depuis, j'ai organisé des événements et vraiment, tout ce que Michel partage, je l'applique aujourd'hui. Et vraiment, si vous avez envie de prendre la parole en public, de devenir conférencier ou même juste de faire des conférences, des prises de parole, on parle aussi de parler face caméra en vidéo, ça va vous aider, notamment pour vaincre la peur du jugement, la peur de prendre la parole en public, comment apprendre aussi Michel partage certains de ses échecs, certaines aussi de ses réussites, qu'est-ce qu'il en a tiré, qu'est-ce qu'il a appris de ça, les pièges à éviter quand on est conférencier, les compétences, les qualités pour être un bon communicant, pour avoir plus d'impact quand on prend la parole, comment cultiver l'excellence sans pour autant rentrer dans le perfectionnisme. Et également, il vous donne quelques petits exercices, des petits tips pour pouvoir justement vous améliorer dans vos prises de parole. Comment aussi, si vous voulez utiliser la conférence pour vendre vos produits ou services, ou même si vous voulez devenir conférencier, on vous partage un maximum de conseils et Michel vous partage ses secrets. Donc je vous laisse écouter. Comme je dis souvent, chaque mercredi, je reçois un game changer, une personnalité inspirante dans ce podcast qui partage ses conseils, pépites, parcours, échecs et réussites. Vous pouvez, si ça vous aide, partager ce podcast, parler autour de vous, mettre des petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que c'est grâce à vous qu'il existe. Ce podcast existe depuis 2014 et on le fait exister grâce à vous, la communauté. Je fais pas de pub sur le podcast, je compte sur vous pour en parler et partager. Et je vous laisse donc avec cette interview de Michel Poulart. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec un invité de marque. Bonjour Michel. Bonjour Johan, comment vas-tu? Ça va super et toi? Écoute, génial, moi très heureux de te voir, de te revoir. Et puis pour cet entretien que tu m'as suggéré, je suis particulièrement honoré. Merci. Et surtout moi qui suis honoré parce qu'aujourd'hui je suis avec Michel Poulart, conférencier de renommée, expert de la prise de parole, qui fait des super conférences. D'ailleurs je l'ai connu en regardant ses conférences sur YouTube. Et aujourd'hui on va vous parler de prise de parole en public. Voilà, parce que vous êtes très nombreux à me demander souvent des conseils sur comment oser parler en public, comment prendre la parole en public. Et je me suis dit, vu que je connais un expert, une pointure sur le domaine, que ça serait intéressant de l'inviter pour vous donner des conseils. Donc avant juste de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Écoute, tu as déjà dit l'essentiel, je suis conférencier professionnel international. Je parle moi-même plusieurs langues, donc ce qui me permet également d'intervenir en anglais et même en néerlandais. Oui, ça peut paraître étrange, mais bon voilà, je parle le néerlandais parce que j'ai habité aux Pays-Bas pendant 12 ans. Avant cette carrière de conférencier, j'ai été moi-même commercial, cadre commercial. Aujourd'hui, mes affaires sont principalement concentrées sur donner des conférences en entreprise, qui sont principalement basées sur mes thèmes de prédilection, c'est l'optimisme, l'audace, la chance. Et donc, dans mes conférences, j'encourage et j'explique aux entrepreneurs comment
L'optimisme que l'on peut acquérir, que l'on peut développer, peut nous rendre plus heureux, plus performants, peut nous aider à avoir une vision plus positive de la vie, plus constructive, donc pour avoir un meilleur mieux-être. Et puis comment développer plus de chance dans sa vie, parce que si des gens ont plus de chance que d'autres, c'est pas qu'une question de hasard, c'est aussi une question de mise en place de certaines stratégies d'action, de pensée et d'état d'esprit également. Donc mon métier, c'est donner des conférences, et à côté de ça, en marge de cela, je donne également des formations, des coachings en prise de parole en public, et je forme d'autres personnes au métier de la conférence. Super. Et puisque tu as abordé le super thème de la chance, la plupart de ceux qui veulent prendre la parole, que ce soit face caméra ou face au public, créer du contenu, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur, ou même quand on cherche un emploi, quand on est salarié, on doit prendre la parole en public, devant un petit groupe de personnes, ou devant une caméra, ou devant beaucoup de personnes. Comment justement créer sa chance, dans le sens comment oser vaincre la peur de parler en public? C'est le gros blocage, la première étape. Je dois prendre la parole. C'est quoi le déclic? C'est comment oser? Le premier déclic, c'est déjà un travail que l'on doit faire sur soi. C'est déjà l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. C'est aussi l'image que nous avons de notre propre expertise, parce que quand on parle de quelque chose, la première condition sine qua non pour réussir à en parler, c'est de maîtriser son sujet. Je rencontre beaucoup de gens qui ont très peu confiance en eux, déjà pour des raisons très simples, c'est qu'ils ne sont déjà pas très sûrs de leurs compétences, de leur légitimité. Et quand j'ai des gens en coaching ou en formation, je travaille en tout premier sur soi, sur es-tu légitime pour faire et pour parler de ce dont tu vas parler. Ça aide à avoir plus confiance en soi, plus confiance en ses compétences. Ensuite, il y a bien entendu le regard qu'on peut avoir sur d'autres, et j'ai quelques petits principes assez simples à partager avec toi et avec ceux qui nous regardent. C'est le premier principe, c'est un principe de préparation. Il n'y a aucun champion, et il n'y a aucun orateur, il n'y a aucune performance sans préparation. Je ne connais personne qui a atteint un niveau d'excellence en communication, que ce soit face à un vrai public ou en vidéo, sans se préparer au préalable. On ne passe pas devant 150 personnes sous prétexte que je vais m'en sortir, je connais mon sujet, et je verrai bien ce que je dis. En général, ceux qui font ça se plantent lamentablement, parce qu'ils tournent en rond, parce qu'ils se répètent plusieurs fois, et surtout parce qu'ils explosent leur temps. Alors là, je ne parle pas vraiment encore d'aisance, de peur de parler en public, mais la préparation aide à vaincre la peur en public. Ensuite, principe numéro 2, c'est tout simplement de se lancer sans craindre le regard des autres. C'est d'apprendre à relativiser quand on se lance. Par exemple, en vidéo, mais en vidéo, c'est très simple. Tu as aussi dû commencer, moi aussi j'ai commencé, la vidéo, je l'ai commencé sur Dailymotion à l'époque, pour maintenant en faveur de YouTube. Mais moi j'ai commencé à faire la vidéo en ligne. Ça fait des années que je fais la vidéo, mais en ligne, ça fait 10 ans que je fais ça. Et quand je regarde aujourd'hui mes premières vidéos, je me dis, ah mon Dieu, il y en a certaines où j'ai mis même en mode privé, parce que j'avais honte. En revanche, malgré cette honte, je l'ai fait. Et quand je dis relativiser, eh bien c'est simple, c'est de comprendre un principe. C'est quand on se lance, vous n'allez pas immédiatement avoir des milliers, voire même des centaines de personnes qui vont vous suivre. Globalement, qui c'est qui va vous suivre au départ? Ce sont vos amis, vos proches, votre famille, et ce sont eux qui vont être vos premiers supporters. Et c'est très bien, parce que ces gens-là vont être indulgents avec vous. Donc, lancez-vous sans attendre, et sans attendre la perfection ou le truc parfait qui va te propulser en avant. Tous ceux qui ont du succès aujourd'hui, en conférence, en vidéo, inspirez-vous des grands youtubeurs, des humoristes par exemple, des Cyprien, des Norman, des Natou, ceux qu'on connaît. On revoit leur première vidéo, c'est sûr que c'est pas la même chose. Voilà, exactement. Et moi, même pour préparer notre entretien, j'ai été voir tes premières vidéos, en tout cas celles qui sont encore en ligne. Ouais. J'ai vu que tu as commencé il y a 4 ans. Et ta qualité a considérablement augmenté. Tu es plus à l'aise, tu es plus serein, tu as plus de tranquillité. Ça se ressent, ça se voit. Mais voilà, lancez-vous, et ce temps d'inertie qui vous demande justement d'être connu, ou avant d'être connu, eh bien ça vous permet de prendre le temps pour se former, pour s'auto-former, un apprentissage, apprendre ses erreurs, et c'est aussi faire preuve d'autocritique. Je suis convaincu que vidéo, tu te regardais pas en disant « Oh punaise, regardez-moi comme je suis bon, regarde, je suis trop beau, je suis trop fort ». Je suis sûr que tes premières vidéos, tu avais des doutes toi aussi. Et ces doutes, quelque part,
ce sont aussi des forces qui nous permettent de nous remettre en question. Donc, il n'est pas avoir confiance en soi, ce n'est pas être exempt de doutes, c'est utiliser ces doutes pour être chaque jour meilleur. C'est savoir se remettre en question. Tout à fait. C'est pas un blocage en fait. Ensuite, deuxième principe, troisième principe. Je t'avais donné le troisième principe, c'est oser se féliciter de tout petit succès que tu puisses avoir. Je te donne un exemple. Moi, je me souviens la première fois que j'ai fait 57 vues. 57 vues, mais c'était mon record, tu sais. J'avais des vidéos qui faisaient 10, 15, 12 vues, des moments où tu te dis, mais pourquoi je fais ça, en fait? Et puis un jour, j'en ai eu 57. Eh bien, c'était pour moi un moment de célébrer. Et punaise, j'avais quintuplé mon record. Donc, osez célébrer aussi petits soient vos succès. Parce que chaque petit succès, chaque fois que tu vas célébrer un petit succès, ça va alimenter ta confiance en toi. C'est le succès qui tord le cou aux idées reçues que nous avons de notre propre nullité. Parce que c'est souvent nous-mêmes qui nous jugeons bien plus que les autres. Tout à fait. On est souvent un très bon avocat pour les autres, mais un très mauvais juge pour nous-mêmes. Donc, plus on réussit, plus on se dit qu'on peut, même si les petites réussites vous semblent minuscules. C'est des petits pas, quoi. C'est des petits pas. Un exemple tout simple, Johan, c'est est-ce que tu te souviens, ou en tout cas ceux qui nous regardent, souvenez-vous un petit peu des premières leçons de conduite. Alors je sais pas si tu as ton permis, je pense que si tu as ton permis. Oui, j'ai mon permis, ouais. Voilà, puisque tu conduis, je me souviens des vidéos où tu conduis forcément. Ouais. Mais est-ce que tu te souviens d'un jour où ton moniteur t'a dit « Attention, vous commencez à prendre trop confiance en vous ». Est-ce que ton moniteur un jour te l'a dit? Je me faisais souvent engueuler dès que je dépassais un petit peu la vitesse. Parce qu'en fait, c'est le manière, il ne disait rien. Et puis d'un coup, il dit « Mais tu déconnes là », juste pour me laisser faire l'erreur, tu vois. Et tous les moniteurs passent par cette phase, et nous passons tous en tant qu'apprentis conducteurs par cette phase où le moniteur nous avertit « Attention ». Mais avant d'arriver à cet avertissement, est-ce que tu te souviens de ta première leçon de conduite, ou en tout cas la première fois où tu as dû lâcher l'embrayage et tu as probablement calé? Ça m'étonnerait que tu aies réussi du premier coup. C'est ça, au début, même, surtout que je l'ai passé en Martinique où le démarrage en côte est indispensable. Je me suis souvent retrouvé à rater les démarrages en côte avec les autres qui klaxonnent derrière, malgré que c'est une auto-école. Ouais. Ça met la pression. Hein. Voilà, ça met la pression, mais c'est l'apprentissage. Moi, je me souviens la première fois que je me suis mis derrière un volant et que j'ai dû appréhender la pédale d'embrayage avec la boîte de vitesse. J'ai calé 30 fois d'affilée. Et quand je suis sorti de cette première leçon, j'étais nerveux, je tremblais et j'étais convaincu que j'allais jamais y arriver. Ma première leçon de conduite, mais j'étais convaincu que j'allais être nul. Et aujourd'hui, j'en ai fait des millions de kilomètres et on conduit, et ceux qui conduisent, on conduit de façon inconsciente. Ouais. C'est devenu naturel. Mais de temps en temps, on fait un petit pas en arrière. C'est juste pour illustrer comment la confiance en soi s'acquiert. C'est que ça peut paraître une montagne aujourd'hui, mais une fois qu'on prend le temps de l'escalader, on est en haut, on se dit « Waouh, j'y suis arrivé, je l'ai fait, mais il faut le faire ». On ne peut pas surmonter la confiance en soi en se renfermant sur soi-même. C'est pas possible. Tout à fait. Donc, ça me mène au quatrième principe, c'est l'échec, c'est d'apprendre à reconstruire l'image qu'on se fait de l'échec. Hein, parce que la confiance en soi, pour parler oui. Face à une caméra ou en public, c'est aussi l'image qu'on a de nous, l'image de l'échec qu'on se fait de soi, le regard et l'idée du jugement que fait l'autre à notre égard. L'échec, c'est ni la fin du monde, ni la fin de notre apprentissage. Si vous en doutez, repensez à ces moments où vous avez eu d'apprentissage. Je parlais de leçons d'apprentissage de conduite, ça peut être n'importe quel apprentissage. Hein. Tout ce que vous avez réussi dans votre vie, vous ne l'avez pas réussi de naissance. C'est pas inscrit dans nos gènes. Le succès n'est pas inscrit dans nos gènes. Même si tout nous dit qu'on peut réussir, il faut le faire. On n'est pas performant, on le devient par la persévérance. Et les échecs ne sont que des étapes qui mènent au succès pour celui qui sait persévérer. Regarde les champions olympiques, par exemple. Avant de remporter des médailles d'or, ils ont perdu des centaines de compétitions. Tu fais toi aussi du sport, je sais que tu fais du sport aussi. Voilà, quand on fait du sport de haut niveau, chaque médaille d'or est souvent la récompense et la résultante d'une centaine d'échecs. C'est ça, et puis même Usain Bolt, qui maintenant a fait 3 JO où il a gagné, la première fois il devait y aller, il n'est pas parti, parce qu'il n'était pas encore prêt, et pour lui c'était un échec et tout, et pourtant, c'est que quand il est arrivé à Pékin qu'il a cartonné, mais il aurait pu le vivre comme un échec et dire qu'il ne sera jamais au JO, donc
Même les plus grands ont toujours eu cette phase de préparation et tout. Même Michael Jordan, qui a été viré de son équipe du lycée, alors qui est devenu une légende aujourd'hui. Donc c'est devenu une légende qui devient même quelqu'un d'inspirant parce qu'il est arrivé à ce niveau-là. Et pourtant, pour avoir vu les matchs des Bulls à l'époque, il ratait énormément de paniers. Exactement. Mais derrière, il en réussissait. Donc en fait, c'est un processus d'échec, réussite, échec, réussite. Il n'a pas raté que des paniers, il a fait même rater des matchs aussi. Ouais. Des matchs ça n'a pas empêché de devenir ce champion que nous connaissons et qui fait encore rêver aujourd'hui, alors que ça fait bien 15-20 ans qu'il fait plus de basket, en tout cas qu'il n'est plus en compétition, tu vois. On en parle encore aujourd'hui. Donc, le seul vrai échec, c'est celui d'abandonner, en fait. Hein, tu étais présent lors de mes conférences à la Jeune de l'Audace où j'avais conclu ma conférence en disant qu'au fond, le seul vrai échec, c'est celui d'abandonner. Oui. Voilà. Il ne faut pas reproduire les stratégies d'action qui ont échoué, mais quand on échoue, ce n'est pas la fin. Il faut juste se dire qu'il faut rajouter un élément, changer le curseur de position. Et si on répète à chaque fois les mêmes actions de façon systématique, on aura toujours les mêmes résultats. C'est Einstein qui disait ça. C'est même mathématique. Si on fait à chaque fois la même chose, dans le même ordre, avec les mêmes stratégies d'action, on aura toujours le même résultat. Mais si vous changez à chaque fois un petit paramètre, eh bien, le résultat changera toujours à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc, conclusion de ces 4 principes, c'est lancez-vous, célèbre les succès, souviens-toi que tout ce que tu sais faire aujourd'hui est le résultat d'autres échecs que tu as eu auparavant et tu n'as pas abandonné. Si on sait écrire, c'est parce qu'on a dû s'efforcer à écrire. Si on sait parler, on ne se souvient plus de ces apprentissages parce qu'on les maîtrise, mais ça n'enlève rien à la difficulté qu'on a eue. Eh bien, faire de la vidéo, parler en public, c'est oser se lancer et se dire, avec l'image qu'on peut se faire de l'échec, c'est « Ok, je vais peut-être pas être performant, je vais pas être le grand Winston Churchill de l'art oratoire, mais j'y vais, je me lance, et ce que j'apprendrai aujourd'hui me rendra meilleur demain. » Tout à fait. Et plus on commence tôt, plus la courbe de progression aura du temps, parce que quand on attend la perfection, ça n'arrive jamais, on commence pas, et plus on commence tard, moins on va progresser. Donc, de toute façon, la perfection ne se trouve pas dans l'attente. C'est ça. Donc, attendre que la perfection arrive, eh bien, tu peux attendre très très longtemps. Je pense que le cimetière est plein de gens qui attendent la perfection. Donc, voilà. C'est ça. Et justement, comme tu as parlé d'échecs, est-ce que tu as quand même des petites anecdotes, des petits échecs ou un ou plusieurs échecs qui t'ont marqué, que tu as vécu dans ta vie de conférencier, et comment tu les as surmontés? C'était un petit exemple, une anecdote croustillante, un dossier, quelque chose qui... Mais j'ai plein de dossiers. J'ai plein de dossiers. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé cette formation. C'est pour aider et pour aussi aider et éviter certaines personnes, en tout cas ceux qui viennent à ma formation, de faire les mêmes échecs que moi. Même si je ne fais pas l'apologie du non-échec. Je fais l'apologie de l'échec qui nous mène vers le succès. Mais si mon expérience peut servir à d'autres pour éviter de reproduire certains échecs, pour leur faire gagner du temps, oui, si ce n'est que tout apprentissage est jonché d'échecs. Donc ça, il faut vraiment réaliser qu'on peut même s'inspirer des meilleurs. Même en s'inspirant des meilleurs, il faut qu'on passe par cette phase d'échec parce que nous n'avons pas eu ce chemin que ce personnage qui nous inspire a parcouru. Un échec en particulier, j'en ai plusieurs, tout simplement, voilà, qui rejoint un petit peu la thématique qu'on partage aujourd'hui. Au tout début de ma carrière, je faisais beaucoup de conférences publiques avant de passer à des conférences en entreprise. Moi, mon rêve, quand j'ai vu Anthony Robbins pour la première fois sur Internet, moi je l'ai vu pour la première fois sur Internet, j'ai été scotché et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Alors ça, c'est une première erreur. C'est vouloir faire ce que quelqu'un d'autre fait. C'est une erreur dans ce sens où on ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. Au mieux, c'est reproduire des modèles ou des schémas de succès qui nous permettent, avec notre personnalité, avec nos expertises, d'être au top à notre niveau. Mais dans l'état d'esprit de l'époque, c'est « Waouh, je veux faire de l'Anthony Robbins ». Donc, mes premières conférences que j'organisais, bien, j'étais autodidacte parce que moi, j'étais dans le monde du commerce, donc j'étais commercial. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est avec mes petits bras, avec mon courage et avec mon audace, c'est prendre le téléphone, c'est appeler des salles, c'est communiquer. Comme j'étais assez familier avec le marketing, ça, il n'y a pas de souci, je pouvais en parler, mais il fallait remplir des salles. Donc, ma première conférence que j'ai faite, je l'ai faite à côté de chez moi, je l'ai faite à Biarritz, j'habite sur la côte basque, et un truc inespéré,
j'ai réussi à remplir la salle, 80 personnes, pour une toute première conférence. Bouquet final et cerise sur le gâteau, en plus des éloges, une standing ovation pour une première conférence. Waouh, c'est exceptionnel. Et donc, ça m'a donné super confiance en moi. Et là, je reviens à la leçon du moniteur d'automobile. Sauf que je me suis un petit peu emporté. Ça m'a donné trop confiance en moi. Et la vie te rappelle très, très vite. Donc, pour te raconter un échec, je te parle d'abord d'un premier succès. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi ce qui m'a, moi, permis d'avoir beaucoup d'aisance à parler en public, déjà même à l'époque, dès ma première conférence, c'est que j'ai fait du théâtre, c'est que j'avais déjà parlé en public. Donc, parler en public était pour moi déjà quelque chose de très familier. Donc, ça, voilà, faut pas qu'on pense que je suis arrivé la première fois avec l'aisance de parler en public. J'ai fait du théâtre depuis mes 12 ans et j'ai déjà parlé, j'ai fait même des discours en public devant 300 personnes, j'avais 12-13 ans, donc j'avais déjà cette aisance-là. Mais là où j'en viens avec mon échec, c'est que fort de cette expérience, j'étais sûr que j'allais dorénavant remplir des salles. Il n'y a pas de raison que je n'en remplisse plus. Et donc j'avais organisé une conférence à Paris et j'avais vu en grand, je m'étais loué une salle de théâtre, carrément, hein, voilà, directement. J'avais fait un événement, j'avais fait de la pub de partout, des gens m'avaient promis de venir et j'arrive convaincu de remplir une salle de 150 personnes. J'arrive là, j'installe mon matériel, mon projecteur, mon micro, etc. Et à 10 minutes du début de ma conférence, je ne vois qu'une seule personne. Et là, tu te dis, bon, c'est pas grave. Hein, on se trouve, tu connais ces moments où tu te trouves d'excuses pour te rassurer, tu vois. Ça m'est arrivé, ça. Ça m'est arrivé. C'est pas grave, t'es à Paris, les gens vont arriver en retard, ils sont peut-être coincés dans les bouchons. Sauf que à l'heure venue, il y avait 2 personnes dans la salle. Et donc à un moment donné, j'attends, je suis dans les coulisses, derrière le rideau, je regarde, je suis tout déconfit, à deux doigts de pleurer, à 2 doigts de dire mince, c'est pas possible. Et surtout, en plus, penser au prix de la salle. C'était une salle, j'avais investi dans la salle, convaincu que j'allais la remplir. J'avais pris le risque de ne pas prendre de paiement au préalable, enfin plein de petites erreurs de débutant. Et à un moment donné, j'arrive dans la salle et je vois 3 Pékins dans la salle. Alors imagine-toi une salle qui peut en contenir 150, t'as 3 Pékins dans la salle. Et là, tu te dis, je suis qu'une merde. Et là, la douche, elle est froide. Et tu vas trouver ces 3 personnes et tu leur dis, voilà, il y a 3 personnes. Et tu leur proposes de faire un choix. C'est, je vous rembourse ou je vous fais la conférence. Et sincèrement, j'aurais préféré qu'ils me demandent de rembourser à ce moment-là. À ce moment-là, j'aurais préféré qu'ils me demandent de rembourser, comme ça j'aurais pu rentrer dans ma voiture, j'aurais pu pleurer tout seul, j'aurais pu m'apitoyer sur moi-même, me victimiser comme j'aurais pu le faire, me flageller. Et chose inattendue, à ce moment-là, c'était 3 femmes, elles se regardent, et puis elles me regardent avec un grand sourire, et me disent, écoutez, on est là, faites-la nous, votre conférence. Ah, quand tu arrives et que tu es vraiment disposé à faire ça devant 150 personnes, disposé à donner toute ton énergie pour avoir 150 personnes, énergie, dynamique, etc., tu te dis non, pas possible, me demandez pas ça. Et je me suis dit que c'était une occasion que la vie me tendait, une mise à l'épreuve que la vie me suggérait, et que c'était à moi de la surmonter. Encore une fois, l'état d'esprit. Hein. Et j'ai fait cette conférence. Et au début, les premières minutes étaient une vraie torture. C'était une vraie torture parce que tu t'imagines, tu vois une salle vide, quoi. Et t'es pas là juste pour faire une répétition. T'es là devant 3 personnes qui ont payé à l'époque 10 €. Donc tu te dis, putain, j'ai 30 € dans ma poche face à une salle qui m'en a coûté 1500. Bah, tu paniques. Et c'est là où j'ai compris la force du mental. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, écoute, par respect pour ces 3 personnes qui se sont déplacées là, tu es là. Défonce-toi, donne-toi, fais comme si la salle était pleine et vas-y, crois-y et vois ça comme étant un cadeau de la vie. Mais d'un instant à l'autre, ma physionomie a même changé. Je me suis donné comme si j'avais 150 personnes dans la salle. Et j'ai donné cette conférence et au bout de l'heure que j'avais terminé, ces 3 femmes s'étaient levées gentiment, elles m'ont fait leur mini standing ovation. Mais voilà.
c'est un échec que j'ai dû surmonter. J'aurais pu. Moi, j'ai connu des conférenciers qui ont quitté la salle parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Non, non. Moi, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, le rapport que tu as face à l'échec, te dire aussi que tu es un débutant, te dire aussi que la vie peut te donner des opportunités d'apprentissage. C'est comme ça que j'avais vu la chose. Et ça m'a permis de donner cette conférence devant 3 personnes. Voilà une expérience, un dossier que je sors. J'en ai d'autres, mais voilà, un dossier que je sors qui me semble approprié par rapport au sujet que nous partageons aujourd'hui. C'est, oui, on peut faire face à des échecs, on peut faire face à une salle froide, à une audience plutôt froide ou très peu réceptive à ce qu'on dit. Ne voyez pas ça comme étant un jugement par rapport à ce que vous êtes, mais voyez ça plutôt comme un retour, un feedback que la vie vous renvoie pour vous dire n'abandonne pas, continue. Ce que tu fais juste maintenant, c'est pas encore au point, mets ça au point. Réfléchis, mets ça à plat et fais autre chose. Voilà. Mais ce que tu dis, ça me parle, surtout qu'il y a beaucoup de conférenciers qui, au début, ont dit qu'ils ont fait des conférences devant 1, 2, 3 personnes, et après ça se remplit, et ça me fait rire parce que je l'ai vécu aussi, pas sur les mêmes échelles, mais j'avais fait mon tout premier séminaire sur une journée, j'avais eu à peu près une 30aine de personnes, ce qui était pas mal, enfin c'est ce que j'avais prévu, j'avais pas prévu un gros truc, j'avais réussi à remplir la salle, même si c'était un gros stress, que je voulais être sûr que les gens viennent et tout, et du coup j'ai pris la confiance, et l'année d'après j'ai voulu voir plus grand, et remplir une salle de 100 personnes. Sauf que j'avais aucune inscription. Et que j'avais réservé comme toi la salle et tout, et que je me suis retrouvé dans une situation de réflexion pareille. Et j'ai fini par pouvoir négocier une salle plus petite, où finalement je me suis retrouvé face à 2 personnes, exactement pareil. Mais les 2 personnes, je me suis donné à fond, on a passé une super journée, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de faire un petit comité, limite un petit coaching presque individuel. J'ai enregistré la prestation comme si je parlais devant du monde. Et c'est l'un des produits que j'ai le plus vendu. Donc, c'est toujours chercher une façon de rebondir, en fait. Cet état d'esprit de se dire qu'on est là pour apprendre. C'est ça. L'échec est un levier du succès. Et là, ce que tu racontes, c'est génial. J'adore ça. Moi, ça me touche. Ça me touche parce que tu fais preuve. Et ce que tu racontes là est un merveilleux témoignage. Tu as fait d'un échec une opportunité qui t'a apporté ailleurs du succès. Ça s'appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est tu as pour objectif quelque chose de bien spécifique, et au final, tu atteins autre chose, mais cette autre chose, c'est un cadeau que la vie te fait qui est bien meilleur que ce que tu avais imaginé. Donc, et parfois, il faut du temps pour le comprendre. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, sur le coup, tu as les boules, sur le coup, t'as envie de te flinguer. Moi, je me souviens d'autres fois où j'avais plus d'expérience, où je commençais à facturer mes conférences plusieurs milliers d'euros devant un parterre d'avocats du barreau de Paris. Imagine, tu as une salle très luxueuse dans la banlieue parisienne, tu te retrouves devant une salle mythique, vraiment un truc fabuleux, parce que quand tu as le privilège de faire des conférences en entreprise, tu as aussi ce bonheur de pouvoir prester sur des salles parfois très mythiques, c'est extraordinaire, c'est la fibre artistique qui parle là. Et tu te retrouves devant 300 personnes qui sont des avocats du barreau de Paris. Et pour ceux qui me connaissent, et toi qui me connais, j'ai une énergie assez présente sur scène, j'ai un enthousiasme communicatif sur scène, sauf que j'avais fait une erreur fondamentale, c'est une erreur par rapport à mon public, c'est que je ne m'étais pas assez renseigné, en tout cas on ne m'avait pas renvoyé suffisamment d'informations sur quelle est la typologie que j'allais avoir dans la salle, et t'imagines que cette énergie que moi j'avais n'a pas été comprise par ces intellectuels avocats qui sont plutôt dans le pragmatisme, sont des cartésiens, et tu t'imagines avec mon sketch du sac poubelle devant eux. En fait, entre le moment où j'ai commencé mon sketch du sac poubelle qu'on peut voir sur Internet, et la fin, quand j'en sors, la salle s'était vidée de moitié. Et ça, en tant que conférencier, c'est un affront, mais un affront mais incommensurable. Tu te retrouves, tu commences quelque chose, un sketch avec 300 personnes, et puis tu vois progressivement les gens quitter la salle, mais avec des regards bien explicites en faisant du style, ce mec, c'est du grand n'importe quoi. Waouh, et tu dois tenir jusqu'à la fin, alors qu'à l'intérieur, t'es complètement déconfit, quoi. Voilà, ce sont des choses qui me sont arrivées, et j'en ai encore d'autres. Oui, voilà, mais c'est comme tu l'as dit, c'est de la progression, c'est des leçons, et puis on s'améliore avec le temps. Ouais. Et d'ailleurs, justement, puisqu'on parle de progression, quelle est, selon toi, là où les qualités, compétences à développer en priorité pour devenir un bon communicant? C'est-à-dire, je veux devenir conférencier, je veux être à l'aise devant un public, et même devant une caméra, puisque c'est pas les mêmes énergies, mais le fond va rester le même. Non. Mais voilà, c'est pas le même exercice. C'est ça, face à la caméra, face au public, il y a des gens qui sont très très à l'aise face aux caméras. Tout à fait, oui. Moi, je connais des gens de la télévision, je connais des présentateurs, des journalistes qui sont très très à l'aise face à la caméra, mais dès que vous les mettez sur une scène face à un public,
c'est plus du tout la même chose. C'est Oui, pas parce le que même exercice. face à un public, c'est un échange. C'est plus directement. Alors que la caméra, c'est plus, c'est une énergie La différente. caméra, c'est quelque chose de plus abstrait. Tu as juste un ou plusieurs objectifs devant toi, quelque chose qui est familier. Tu sais que derrière la caméra, tu as peut-être des millions de personnes qui te regardent, en tout cas dans le cas de présentateurs télé. Mais quand tu es dans un public, tu vois les yeux, tu es confronté Oui. à ces yeux qui te regardent, rivés sur toi. Mais les qualités d'un communicant, comme tu le suggères, sont les mêmes pour la vidéo et pour le discours en public, et je vais même dire, même au-delà, vraiment dans le sens global du bon communicant, je vais t'offrir 5 caractéristiques du bon communicant. Première caractéristique, pour être un bon communicant, et ça va te paraître peut-être étrange, mais être un bon communicant, c'est quelqu'un qui est centré sur l'autre et non pas sur soi. Pour savoir bien communiquer, tu dois comprendre avant tout l'autre avant de parler de toi en tant que communicant. On ne parle pas pour s'entendre parler. Moi, je connais des gens qui communiquent et qui font des conférences ou qui font des prestations, ou même je vois des vidéos, on voit que ces gens parlent pour parler, pour se faire plaisir à eux. On ne parle pas pour s'entendre parler. On parle pour offrir quelque chose à l'autre, pour offrir une information, pour offrir un enseignement, pour dispenser un conseil ou pour partager une idée. Donc, Apporter de la valeur, quoi. C'est toujours. apporter de la valeur, mais pas pour toi. C'est pas pour te faire plaisir à toi, c'est pour faire plaisir à l'autre. Première caractéristique du communicant, c'est qu'il est centré sur l'autre et ce qu'il a besoin d'entendre, pas sur soi. Deuxième caractéristique, et ça rejoint la première, et ça rejoint cette première, mais qui va développer un sens pédagogique. Quand on veut communiquer, on est obligé de faire preuve de pédagogie. Alors, je suis diplômé en pédagogie aussi, j'ai fait de la pédagogie, ça aide. Mais la pédagogie, c'est quoi? C'est simplifier un concept et le rendre accessible au plus grand nombre. Le danger que nous avons, c'est que nous sommes tellement familiers avec les sujets que nous vivons, ou nos expertises, ou les ingénieurs. Moi, j'ai assisté à des assemblées générales ou à des conventions où moi j'étais invité, mais où je ne comprenais rien de ce qu'ils se disaient entre eux, parce qu'ils parlaient en acronyme, parce qu'ils parlaient avec des termes, bon, qui leur sont propres, certes. Mais quand vous parlez en vidéo, vous ne savez pas qui va la regarder et vous êtes obligé de simplifier votre discours pour qu'il soit compréhensible au plus grand nombre. C'est quelque chose que les gens apprécient et qui me renvoient en retour, c'est que waouh, vous avez parlé de quelque chose de complexe. Il m'est arrivé dernièrement, le mois dernier, j'ai parlé du lâcher-prise et j'ai défini le lâcher-prise de façon tellement simple que des femmes et des hommes sont venus me trouver après ma conférence, parfois même en pleurs, pour me remercier d'avoir enfin simplifié la notion du lâcher-prise. J'ai juste expliqué que le lâcher-prise, c'était commencer par ne plus attacher d'importance aux choses qui nous affectent. Et rien qu'avoir dit ça, voilà, j'ai simplifié la chose. Donc cette deuxième caractéristique, c'est savoir te mettre à la place de l'autre, qui ne sait pas forcément de quoi tu parles. Les gens ont besoin de savoir que vous les comprenez. Et que vous commencez à les comprendre, à comprendre leurs besoins, leurs questions, leurs préoccupations. Et à ce moment-là, si tu comprends leurs besoins, leurs préoccupations, toi, tu seras en état de pouvoir les expliquer comme si toi, tu étais dans leurs bottes. Donc, finis les acronymes, ou alors si tu dis des acronymes, n'oublie pas de les expliquer, n'oublie pas de penser que ceux qui regardent ta vidéo, que ceux dans la salle, ne savent peut-être pas ce que ça veut dire, ces acronymes. Toi et moi, ça nous est déjà arrivé, et toi aussi probablement, d'être pendant une présentation, et t'entends un acronyme et tu dis, merde, de quoi il parle? Et là, tu te sens bête. D'aller sur Google, sur le téléphone pour voir ça. Voilà, c'est ça. Donc, si tu pousses les gens à aller sur Google, tu as déjà moins d'attention pour toi et tu as déjà tout raté. Tu vois, tu as tout raté. Donc, être pédagogue, c'est la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, c'est que les bons communicants sont curieux. Ils sont curieux. Et ça aussi, ça peut paraître bête, mais le fait d'être curieux, de vouloir en savoir plus, c'est pouvoir être au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans ton domaine d'activité. C'est être au courant de ce qui se passe aussi, ce qui se joue auprès des autres. Il faut jamais oublier qu'une conférence ou une vidéo, quand on est un expert, ce n'est pas fait pour qu'on étale toute notre science. D'accord? C'est pas fait pour étaler notre expérience, ni épater la galerie. Je connais des gens qui viennent vers moi et quand je leur dis qu'ils vont devoir faire une conférence en 3 quarts d'heure ou qu'il va falloir résumer ça en vidéo de 3 minutes, me disent, mais 3 minutes, mais je peux jamais parler de ça en 3 minutes. Et si, c'est apprendre à aller à l'essence, à l'essentiel de ce que tu veux dire. Parler en public, ce n'est pas montrer que tu sais,
c'est aller vraiment être ciblé vers l'information qui va toucher la personne et qui va vouloir donner envie d'en savoir plus, de vouloir voir plus de vidéos ou de vouloir acheter tes conférences. Et ça, il y a un aspect marketing là-dedans aussi, hein. Outre le fait d'avoir un discours qui est digeste, il y a aussi un aspect marketing. C'est que si tu étales toute ta science en 1 heure et demie, ben les gens n'auront plus envie d'en vouloir en savoir plus. Tu vois? Donc, quand on fait une vidéo, quand on fait une conférence, on délivre ses connaissances de façon structurée, thème par thème, sujet par sujet, et ça a avantage aussi, tu parlais de contenu tout à l'heure, eh bien de produire plus de contenu. Et que ça soit digeste aussi. Et que ce soit digeste. Et le fait d'être curieux, et pourquoi c'est en lien avec être curieux, c'est que tu sais ce dont les gens ont besoin, tu es au courant de ce qu'ils veulent, tu es au courant de ce que tes concurrents aussi font dans ton domaine d'activité. Je suis pas le seul à parler d'optimisme, tu n'es pas le seul à faire ton business. Et le fait d'être curieux et de voir ce que font les autres te permet de savoir comment toi tu peux te différencier des autres. De part aussi, je vais venir, ça va être une autre caractéristique, ta personnalité. Donc, cette curiosité se traduit par exemple par un questionnement. Les bons communicants connaissent leur public parce qu'ils leur ont posé beaucoup de questions pour ensuite pouvoir y répondre. Je sais que toi aussi, il t'est arrivé de faire des sondages. Tout à fait. Pour savoir ce dont avaient besoin tes clients. Et puis même quand je fais un webinar, même des conférences en ligne et tout, je demande toujours aux gens qu'est-ce qu'ils veulent savoir, qui est en face, pour savoir par quel canal je vais aller les toucher. Parce que si on parle par exemple dans mon cas des entrepreneurs confirmés et des débutants, c'est pas le même langage, c'est pas le même objectif. Même en développement personnel, je vais pas aborder les mêmes sujets selon l'orientation et la position des gens. Donc c'est sûr qu'il y a toujours ce concept d'être en phase en fait avec la personne. Donc comme tu l'as dit, de comprendre, d'être curieux et de savoir quels sont leurs besoins pour leur apporter un maximum de valeur, comme tu l'as dit. Exactement. En fait, ceci va servir une chose, c'est d'éviter qu'on prêche dans le désert. Parce que quand on prêche dans le désert, en général, on parle de choses qui nous intéressent, des choses qui nous plaisent, mais le monde qui est face à nous, que ce soit un spectateur ou un auditeur, ne sera peut-être pas intéressé par ce qui nous touche nous. Ils auront besoin peut-être de quelque chose d'autre. D'où cette curiosité vraiment très importante. Dans le désert, on sait qu'il n'y a que des cactus et des reptiles. Hein, donc voilà. Donc cette curiosité qui va alimenter ton contenu, c'est super important. Ensuite, quatrième caractéristique, il n'y a pas de communication impactante, je dis bien impactante, qui laisse une trace indélébile chez les gens, sans passion. Il faut être passionné. Sans passion, sans l'amour de ce que tu fais, et je choque régulièrement parce qu'en France, parler d'amour, c'est un petit peu... tu connais bien les États-Unis, hein, tu voyages souvent là-bas aussi, même au Québec, au Canada, c'est pareil, on parle beaucoup plus facilement d'amour que chez nous dans le pays francophone. L'amour, c'est tout simplement de la passion, mais aussi l'amour, non seulement de ce qui nous anime, mais l'amour de celui qui va nous écouter. Est-ce que vous aimez votre public? Voilà. Est-ce que vous voyez votre public juste comme des machines à fric, des machines à cash, ou est-ce que vous les voyez comme des gens que vous respectez et auxquels vous voulez vraiment donner quelque chose? C'est cette passion que vous avez aussi de votre auditoire qui fera la différence. Prenons encore les artistes. Je suis très sensible, artistiquement, je suis très sensible aux artistes parce que moi-même, je suis un ancien artiste. On reste en général toute sa vie. Hein. Et je m'inspire beaucoup de ces gens de la scène. Les gens aiment leur public. Des chanteurs, des artistes, des comédiens, ils aiment leur public. Pourquoi? Parce qu'ils leur envoient, il y a une passion, il y a un retour, il y a une interaction. Si vous n'aimez pas votre auditoire, ça va se ressentir. En fait, c'est l'intention de base, quoi, c'est ça. C'est l'intention d'amour, de partager. Mais si vous ne le faites que pour le fric, vous inquiétez pas, tôt ou tard, ça se verra. Ça se verra et ça va pas durer. Ça va pas durer. Vraiment, il y a un jour un professeur d'art dramatique qui m'avait dit, et ça m'est gravé dans la tête, ça reste en moi, mais quasiment au quotidien. On peut être le meilleur comédien du monde, mais un public, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le tromper dans ton authenticité. Donc, tu ne seras que très bon comédien. Je parle ici dans le métier de comédien, hein, que si tu es avec ton public, que si tu l'aimes, parce que tu ne peux pas tromper ça. L'amour, tu ne peux pas le jouer. Il y a une expression que j'aime bien. Bon, à chaque fois, je me foire quand je la donne. On peut tromper 1000 personnes une fois, on ne peut pas tromper une personne 1000 fois. 1000 fois, voilà, exact. c'est ça. C'est ça. Pas raté, parce qu'à chaque fois, je me rate. Avec les chiffres, à chaque fois, on se rate le fail. Il faut savoir, c'est qu'on ne partage pas que des informations, on ne partage pas que des infoproduits, on ne partage pas que des conseils ou des idées. Vous le faites, on le fait. On le fait aussi parce qu'on a quelque chose à offrir. On veut offrir quelque chose. Donc, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est aussi pour faire plaisir à l'autre. Et donc, cinquième caractéristique des bons communicants, eh bien, ça rejoint ce que je viens de te dire, c'est qu'ils sont authentiques.
Un bon communicant maîtrise tellement son sujet, et ça revient aussi à la préparation dont je parlais tout à l'heure, d'où l'intérêt d'être préparé. Le fait d'être préparé, tu n'as plus à réfléchir sur ce que tu vas dire. Tu peux être dans le toi, tu peux être dans l'être, tu peux être dans ce que tu es toi-même. Être authentique, c'est pas venir sur scène ou de faire une vidéo et de se dire moi je parle que de choses qui viennent de mon cœur. Alors moi c'est une leçon que j'ai apprise en tant que conférencier professionnel. Une entreprise ne va pas te payer plusieurs milliers d'euros pour venir parler à leur personnel juste des choses qui viennent de ton cœur. Ils ont besoin d'informations, de structures, et être authentique, c'est ce que tu es toi. Donc si tu es préparé, tu n'auras plus à faire attention à ce que tu vas dire, puisque c'est préparé, mais tu pourras être dans le moment présent, être toi-même. Donc, on ne partage pas que des informations, on ne partage pas que des conseils ou des idées, donc ça je le disais tout à l'heure, mais on est aussi dans un partage de personnalité. Donc, on sait qu'on a des forces, on sait aussi qu'on a des faiblesses, et c'est important de connaître nos faiblesses également parce que ça nous ramène un petit peu sur terre. Donc, l'humilité, c'est important aussi. Ah, mais toujours. L'humilité, moi par exemple, il y a une chose que je refuse, vraiment, je me refuse, c'est d'être blasé de mon métier. C'est d'être blasé de tous les privilèges que mon métier m'accorde également. Parce que quand tu viens dans un congrès d'une grande multinationale qui t'invite et qui te paye très cher, qui t'invite parfois même à l'étranger, globalement, généralement, pour ces grands événements-là, tu es invité à venir dans les plus grands palaces, dans les 5 étoiles, tu es accueilli comme un prince, et tu as vite fait de te prendre le melon, tu as vite fait de te prendre pour une star. Et moi, ce qui est vraiment mon curseur d'humilité, c'est de toujours être émerveillé de ce que je vis et de me dire waouh, et de vivre à chaque fois ça comme étant une première fois et de savoir que demain ça peut terminer. C'est demain, quoi qu'il peut arriver un truc où je peux très bien ne plus être populaire, où je peux très bien être mauvais, où il peut m'arriver un truc. Demain ça peut être terminé. Et l'émerveillement me permet de rester humble. Et ça c'est vraiment très très important. C'est la gratitude de l'optimiste. Mais c'est ça, je suis reconnaissant de me dire waouh, je viens dans des palaces fabuleux, dans des chambres, mais attends, qui sont parfois plus grandes que mon propre appartement, des trucs de fou. Et je suis toujours comme un gamin, admiratif, reconnaissant et humble face à ça. Et je n'hésite jamais à remercier mon client, alors que je connais des conférenciers sincèrement, qui se la pètent et qui trouvent ça normal. Et moi, je me dis non, ça c'est le début de la fin. Donc, si tu es au top aujourd'hui, demain tu peux te dépasser. Tu peux te dépasser par une étude, par une découverte, par quelqu'un d'autre. Donc voilà. Exactement. Donc notre expertise n'est jamais acquise. Donc cette authenticité, c'est toi. À compétence égale, à contenu égal, ce qui fera la différence entre pourquoi on va te choisir toi ou un autre, c'est une personnalité. C'est être vous-même. Soyez vous. Ne soyez pas la copie-collée de quelqu'un d'autre. On parle souvent de s'inspirer des autres, mais s'inspirer ne veut pas dire copier-coller. S'inspirer veut dire comprendre les mécanismes de leur succès. Qu'est-ce qu'ils ont mis eux en place pour faire qu'ils sont eux, qu'ils ont ce succès-là. Pourquoi Richard Branson a autant de succès, outre sa fortune, pourquoi il parle aussi bien, pourquoi Steve Jobs, outre son talent, pourquoi il a autant de succès, pourquoi il parle aussi bien. Ce sont des gens qui ont appris à être authentiques, à être eux-mêmes, parce qu'ils maîtrisent tellement bien leur sujet qu'ils peuvent laisser place au être. C'est ça. Voilà. Et puis juste avant de commencer l'interview, on parlait de Casey Neistat, qui a son style de montage, qui a sa personnalité et tout. Et quelque part, il a lancé des tendances dans le vlogging. Oui. Tout le monde s'est un petit peu mis à utiliser des mécaniques, mais si on copie-colle ce qu'il fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on peut prendre toi, moi, d'autres, on a pris des idées, des choses qu'il fait, on s'est inspiré, mais on y a apporté notre personnalité, notre touche en fait personnelle. C'est ça qui fait la différence. Donc vraiment faire la différence entre s'inspirer, prendre des idées par-ci par-là, mais rester avec sa personnalité. C'est très juste, et merci de revenir là-dessus, parce que justement, moi, quand je te disais tout à l'heure, moi ça fait des années que je fais des vidéos, mais le fait d'avoir vu Casey Neistat, waouh, j'étais fan de ce qu'il faisait, et j'ai failli refaire la même erreur que j'ai faite avec Anthony Robbins. Je veux faire du Casey Neistat. Non, voilà, j'ai appris de mes leçons. Je ne veux pas faire du Casey Neistat parce que je n'ai pas sa vie, parce que je n'ai pas son public, parce que je n'ai pas son expertise. En revanche, la mécanique, la technique, donc quand je parle de mécanique, c'est la technicité du montage, le rythme, la musique,
Tout ça, oui, ça en revanche, ça m'a inspiré et je l'ai mis en application dans mes vlogs depuis cet été. J'ai commencé quand je suis parti en Afrique du Sud, j'ai fait mon premier vlog et mes vues ont monté en flèche. Parce que les vidéos étaient plus dynamiques, on m'a même dit qu'elles étaient directement exploitables à la télévision. Donc ça flatte. Je n'ai pas fait du Casey Neistat, je me suis inspiré d'une mécanique, mais avec ma personnalité, avec mon quotidien, avec mes messages, avec mon environnement. Je suis resté moi-même et ça c'est vraiment super important. Je suis resté moi-même et donc toi je sais que tu vois mes vlogs puisque tu les commentes régulièrement. J'adore, ouais. D'ailleurs, je mettrai le lien de ta chaîne, je mettrai le lien de la chaîne de Michel en description. Ces vidéos sont géniales, allez les voir. Que ça soit Merci. les conférences ou tes vlogs, c'est... Mais c'est aussi la volonté de faire quelque chose de qualité. Aujourd'hui, quand on arrive à un certain niveau, tu es obligé de faire de la qualité, tu peux plus faire de la merde. Hein. Et tant mieux, c'est très bien. Ça t'oblige ça lève les standards, c'est ça. Ah mais toujours. Il faut rester au top, etc. Et moi, ce qui me récompense, la plus belle récompense que je puisse avoir, c'est pas seulement les likes ou les vues, parce qu'au fond, oui, bien sûr, on va être honnête, ça fait plaisir d'avoir beaucoup de vues. On va pas se mentir. On a beau dire les vues sont pas importantes. Ouais, bon, moi, ça me fait plaisir de voir des vues, tu vois. Vu qu'on a fourni un travail, ça fait plaisir de voir qu'il est partagé, qu'il est vu, c'est normal, sûr. Tout à fait. Mais ce qui pour moi, est plus payant, c'est quand je fais une conférence, à l'issue de la conférence, il y a toujours des gens qui viennent me trouver pour me parler, pour partager leurs émotions, etc. C'est de voir des gens, et ça m'arrive régulièrement, me dire, en fait, vous êtes comme dans vos vidéos. Et je trouve ça génial, mais ça veut dire que j'ai réussi à faire ce travail sur moi d'authenticité, à être moi-même tant sur scène qu'en vidéo, et je suis moi-même, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas préparé, parce que mes sujets, j'y réfléchis avant d'allumer le bouton enregistrer, je sais de quoi je vais parler, je sais ce qui m'a touché, j'ai réfléchi à cela, quand je suis en voyage, ça devient un automatisme, tu le fais aussi, et ça crée ça suscite de la créativité, parce que tu le lèves avec une certaine attention avec ce qui se passe au quotidien. Et je sais que Casey Neistat fait pareil, puisqu'il en a parlé également dans ses vidéos, et je le remarque parce que je vis ça aussi, c'est comme tu es dans la création, que ce soit de contenu écrit ou vidéo, ou sur scène, tu es toujours plus attentif, et donc tu es plus dans la conscience de ce que tu vis. Et je trouve ça génial, parce que je vis ma vie avec plus de conscience, et ça donne une nouvelle dimension à ma propre vie. Donc en fait, ça me fait déjà du bien à moi-même, et ça permet de créer du contenu. Tout à fait, et puis je sais que tu avais fait beaucoup de métaphores en fonction des lieux, parce que comme moi, tu as fait le voyage aussi sur la côte ouest, parce que je t'avais demandé des conseils justement avant de partir. Et toi, tu avais parlé de Alcatraz, donc l'image de la prison, notamment comme on est enfermé dans une prison intérieure et tout. Moi, j'avais fait le parallèle avec le Grand Canyon et le fait d'être dans un gouffre et de ressortir. C'est vrai que souvent, on peut faire des parallèles avec des lieux, des endroits, des choses qu'on vit. Et c'est là qu'on apporte la touche personnelle, parce que peut-être que vous qui regardez, vous vous demandez comment trouver vraiment son style, sa personnalité, ben parfois ça doit venir tout seul, c'est un processus de création et plus vous allez le faire, plus ça va venir naturellement et c'est le cerveau qui se met en mode radar en fait. Exactement. Et c'est devenu une nouvelle compétence, tu vois. Quand on me dit t'en as de la chance d'être aussi créatif, non, j'ai dû créer cette chance, j'ai dû créer cette discipline, à force de répétition. Mon cerveau est en mode création et créativité, contenu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je n'ai pas encore publié mes vlogs de l'Italie, parce que là, j'ai eu tellement de travail que là aussi, c'est quelque chose mais personnel. Je voulais mettre un rythme dans mes vlogs, mais je ne veux pas être esclave non plus de mes vidéos, parce que je veux toujours créer de la qualité. Et je préfère attendre un petit peu et faire quelque chose de top, plutôt que de vouloir aller trop vite et faire de la merde. Tu vois, donc là, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas publié de nouveau vidéo. J'ai plusieurs vidéos en attente, mais je refuse de faire du mauvais. Mais ça, c'est quand on est arrivé à un certain niveau. Ça peut paraître paradoxal par rapport à ce que j'ai dit au début. C'est lancez-vous, même si c'est pas bon. Mais là, vous parlez de votre position de débutant, bien entendu. Aujourd'hui, je parle d'une position où j'ai 10 ans d'expérience. Donc voilà, avant d'arriver à faire ce que je fais, j'ai 10 ans de parcours. Donc voilà, mais lancez-vous et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Mieux vaut faire quelque chose que ne rien faire du tout. Tout à fait. Et on a plus de droit à l'erreur au début qu'après. On a toujours le droit à l'erreur, on est toujours humain. Bien sûr. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, quand on élève les standards, on doit faire de la qualité, on doit faire un minimum en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai moins droit à l'erreur qu'il y a 10 ans. C'est sûr.
Parce que j'ai une clientèle, parce que outre la clientèle, j'ai une audience qui me suit de façon régulière, et par respect pour cette audience, par respect pour moi aussi, pour la qualité de ce que je fais, par respect du chemin que j'ai fait aussi, par respect à la vie qui m'a permis d'épanouir cette chose-là, je ne peux pas me permettre de faire un pas en arrière. Ce qui ne veut pas dire, en effet, que je fais pas d'erreur, que je ferai pas de la merde, peut-être que j'en ferai aussi, mais au moins je l'assumerai parce que je sais pourquoi je la fais. Et tu as plus d'expérience pour pouvoir te remettre en question et corriger. Exactement. Et du coup, pour finir, est-ce que tu auras un petit conseil là, un truc rapide, un exercice que certains pourraient faire pour se lancer? Tu veux prendre la parole, tu veux créer du contenu, ça peut être, il y en a qui veulent le faire devant une vidéo, il y en a qui veulent le faire devant un public. Est-ce que tu auras un conseil pour débuter à son échelle? Si tu as bien écouté notre entretien, j'ai déjà répondu à toutes ces questions. Non, je te taquine. Oui, on en a déjà parlé. J'aime bien taquiner. C'est pour rester, c'est pour rester sur la petite action de la fin, tu vois. La petite action de la fin, c'est déjà, première chose, travailler sur vous et qui êtes-vous? Juste assumez déjà, pour commencer, la personne que vous êtes. Assumez aussi le message que vous voulez communiquer, quel qu'il soit, que ce soit une compétence, que ce soit une idée, que ce soit une science, peu importe. Assumez ce que vous êtes, assumez ce que vous avez à offrir. C'est super important. Si vous commencez à avoir des doutes de ce que vous êtes, de ce que vous faites, ça va se ressentir dans les vidéos, ok? Donc, premier travail, c'est sur soi, en fait. C'est pas tellement sur le contenu, c'est sur vous. Si vous êtes à l'aise avec ce que vous êtes, si vous savez vous regarder vous-même dans un miroir et vous dire un minimum que vous appréciez la personne que vous êtes, ça demande la confiance en soi, mais pour moi, c'est une condition sine qua non, faites-le. Si vous manquez de cette confiance en soi, j'ai envie de dire, faites-le quand même. Parce que parfois, les timides, ça a aussi un certain charme, tu vois, fais-le quand même. Et mais même dans son style, hein, tu sais, on croit qu'il pour faire de la vidéo ou pour faire des conférences, faut forcément être un gars super énergique qui fait le show et tout. Même le fait d'être posé, calme, d'avoir une énergie sereine, il y a des gens qui aiment. Je sais que moi, je suis plus ce profil-là, plus calme, tout ça. Et les gens me disent qu'ils apprécient. Parfois je regarde tes vidéos et je me dis, je le regarde avec mon énergie, je dis, Johan, là tu pourrais quand même parler un peu plus fort, hein, quand même. Parfois j'ai l'impression que tu chuchotes, tu vois. Mais tu les fais, et elles sont bonnes, et je les regarde quand même jusqu'au bout. C'est ça, chacun a son style, et puis c'est à vous de trouver le vôtre, et puis vous allez trouver votre public, en fait, c'est ça. D'où l'importance d'assumer ce qu'on est. Parce que tu peux être un timide maladif, mais ce timide maladif, il peut peut-être faire des vidéos exceptionnelles, tu vois, ça peut être génial, mais pourquoi? Parce que ça va être attachant, parce que tu oses, parce que tu le fais. Donc, assume ce que tu es, et ce sera ton style. Et accepte ça comme étant ton style. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Lance-toi. Lance-toi tel que tu es. Deuxième chose, c'est n'attends pas d'avoir l'idée du siècle pour te lancer, parce que tu ne l'auras probablement jamais si tu ne te lances pas. Voilà, l'idée du siècle viendra sur le chemin. L'idée du siècle viendra sur le parcours. L'idée du siècle viendra en te trompant. L'idée du siècle ne viendra pas si tu te mets devant un paperboard en notant et en intellectualisant un concept, une idée. Non, l'idée du siècle viendra en te lançant et en faisant des erreurs et en faisant un feedback et en étant honnête avec toi-même, en étant attentif à ce que les autres vont te renvoyer du message. Et d'ailleurs, c'est en testant plusieurs angles de conférences, de contenu, d'approche qu'on trouve le style qui est plus percutant et trouver peut-être le sujet ou l'approche d'un sujet où on va être le meilleur. C'est ça aussi. Exactement. Et ça, c'est qu'en testant, en fait. La vie, c'est du test. Hein. C'est surtout même en marketing, hein, c'est tester différentes approches. J'invite nos auditeurs à aller voir tes vieilles vidéos et les miennes, parce que bon, les toutes vieilles, je les ai enlevées. moi, j'ai assumé, j'ai laissé. Peut-être pas pour longtemps, je vais voir encore. Mais moi, je vais dire pourquoi je les ai enlevées. Parce que je parle d'assumer. Alors, je les assume parce que je les ai pas enlevées. Elles sont juste en mode privé, d'accord? Pourquoi je les ai enlevées? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, au bout de 10 ans, enfin, presque 11 ans de carrière en tant que conférencier professionnel, j'ai beaucoup de prescripteurs et de clients qui viennent voir ce que je fais sur Internet. Oui, ils vont chercher, quoi. Ils vont analyser. Ouais. Et moi, mon métier, moi, j'ai quelque part, j'ai un métier public dans ce sens où les gens viennent acheter ce que je fais. Et si ces gens aujourd'hui, ces clients tombent par accident sur cette vidéo, je mets ma propre carrière en danger. Jeopardy, ça c'est l'américain. Je mets en danger la carrière que j'ai aujourd'hui et la qualité que je fais aujourd'hui. C'est au même titre qu'à la télévision, vous voyez ce que font des grands journalistes ou des grands animateurs, et parfois ils vont chercher des vieux dossiers. Bon, c'est amusant, ça me dérange pas de les montrer, mais aujourd'hui j'ai un contexte clientèle, un contexte marketing qui m'oblige à les mettre en privé.
Donc c'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, je parle avec 10, 11 ans de recul. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, si vous commencez, allez-y, n'ayez pas peur. Parce qu'aujourd'hui, si je suis arrivé à ce niveau-là, c'est parce que j'ai commencé tout en bas. J'ai commencé à faire des vidéos de merde, mais qui pourtant ont été à l'époque appréciées. Donc, fais-le. Voilà. Et vous, peut-être que justement, dans 5-10 ans, vous pourrez supprimer ces vidéos que vous avez fait aujourd'hui. Voilà. Regardez, tout dépend de votre contexte que vous aurez. Oui, et c'est fou, parfois on se dit, mais c'est vraiment de la merde, et on voit qu'il y a des gens qui aujourd'hui encore kiffent. J'ai des vidéos qui ont 4 ans que moi je supporte pas de voir, et les gens, j'ai des super retours encore. Comme quoi... Comme quoi, voilà, comme quoi l'excellence n'est pas non plus le critère de qualité. On peut faire des vidéos avec son iPhone, on peut faire des vidéos avec une mauvaise lumière, mais avoir quelque part derrière une superbe énergie, un bon message, et ça peut plaire. C'est l'intention en fait, c'est l'intention mais derrière. bien sûr, parfois je vois des vidéos qui font 200 000 vues, je me dis mais pourquoi? Voilà, c'est ça. J'ai vu une vidéo avec une casquette dans New York qui a fait plusieurs dizaines de milliers de vues, je sais pas pourquoi. Comme quoi... Voilà, comme quoi. Donc, le travail, vas-y, lance-toi, travaille, produis encore, remets-toi en question à chaque fois. Ne te remets pas en question pour que ça crée des blocages, mais remets-toi en question pour que chaque vidéo que tu vas créer ou chaque contenu que tu vas créer ensuite soit meilleur. Et inspire-toi de ceux que tu admires, sans tomber dans le copier-coller. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment super important. C'est vraiment la mécanique dans laquelle tu dois t'inspirer, comment ils ont réussi à avoir un succès, tout en restant toi-même. Les bases, quoi. Maîtriser les bases. Exactement. Et pour ceux qui auraient peut-être des difficultés avec une certaine forme d'autodidactisme, oui, ça se dit, l'autodidactisme, c'est être autodidacte. Il y a des gens qui ont des difficultés, qui viennent me trouver d'ailleurs, et démontrent clairement des problèmes avec ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ce dont tu as parlé au début d'ailleurs, sans donner le nom. Ouais. Voilà, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ne sont pas légitimes parce qu'on est dans un pays, en France en particulier, je dis bien en particulier en France, ça l'est beaucoup moins, quand on voyage on se rend compte que ça l'est beaucoup moins dans d'autres pays, au diplôme, au papier, à l'institutionnel. Et parfois, on peut avoir appris des choses sans avoir eu de diplôme, mais qu'on peut partager. Moi, je connais des gens qui sont experts, je connais des menuisiers qui ont appris eux-mêmes des choses qu'on n'a pas appris à l'école et qui partagent leur expérience de menuisier. Voilà. Donc, je reviens encore une fois, c'est assumer ce que vous êtes et ne bloquez pas sur le fait que vous n'ayez pas de diplôme ou pas, ou que vous en ayez ou pas, pardon. C'est juste, vous avez une compétence, quelque chose à partager. Quand vous faites des vidéos sur du modélisme, il n'y a aucune école qui nous apprend à faire des avions en balsa et vous l'avez appris vous-même. Eh bien, vous pouvez faire des vidéos et des tutoriels là-dessus. Sortez un petit peu de ce syndrome. Voilà, soyez en phase. Et souvent, on ne se rend pas compte de la valeur qu'on a apportée aux autres. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte que parfois, pour nous, c'est naturel. Vous avez des talents, des choses à partager qui sont pour vous normales, c'est votre quotidien. Alors qu'il y a des gens, pour eux, c'est limite la montagne ou c'est quelque chose qu'ils ont envie de savoir. Des petits trucs tout cons, même tu parlais des vidéos, pour nous, savoir maîtriser la caméra, le stabilisateur, le cadrage, le montage, c'est devenu un automatisme. Exactement. Mais toi, tu as dû apprendre, j'ai dû apprendre, et au début, c'était une montagne. Mais pareil, quand ça devient naturel, c'est normal, et pourtant, il y a des personnes qui veulent savoir comment faire. Donc, n'hésitez pas à partager ce que vous avez à partager, quoi. Et dernier petit conseil, c'est n'hésitez pas à faire preuve d'émotion. N'hésitez pas à être vulnérable. Quand on regarde mes vidéos, je suis dans l'authenticité telle, c'est que parfois dans certaines vidéos, on me voit parfois même en colère, mais être vulnérable. Pourquoi ? Parce que l'émotion est un élément essentiel. Outre le contenu, si vous faites vivre une émotion, vous faites traverser une émotion à votre auditoire ou à votre public, que ce soit tant sur scène qu'en vidéo, eh bien les gens vont adhérer grâce à une émotion qu'ils auront vécue grâce à vous. Et à nouveau, à contenu égal, eh bien, si vous mettez plus d'émotion, si les gens sont touchés par ce que vous faites, ne fût-ce que par une belle petite musique ou tout simplement par votre vulnérabilité, vous leur faites traverser une émotion, eh bien, c'est vous qui choisiront. Donc, faites-leur vivre des émotions, restez humain, ne pensez pas enlever tous ces masques. Encore une fois, ce n'est pas lié à un manque de préparation ou quoi. Soyez vous-même, soyez authentique, faites-leur traverser des émotions. Pourquoi on aime des gens du show business, pourquoi on apprécie un chanteur, un acteur ou un présentateur télé qu'on n'a jamais vu, c'est parce que nous le voyons tous les jours, parce qu'ils nous font vivre des émotions, parce qu'ils nous ont fait rire, parce qu'ils nous ont fait pleurer. Eh bien, faites pareil, faites vivre des émotions. Au-delà du message, faites-leur vivre des émotions. C'est la base des histoires, du storytelling.
Si on allait au cinéma et que c'était l'introduction et puis la conclusion, c'est fini, il vécu heureux, plein d'enfants, et tu enlèves même la musique. Enlève la musique de Star Wars, c'est déjà beaucoup. Voilà, il y a plein d'éléments, le rythme, la musique, tout. Exactement. Et quand je parle d'émotion, c'est pas seulement dans l'être de soi, c'est dans la façon dont on va monter la vidéo, par exemple. Mais là, on parle vraiment d'autres. Là, c'est plus complexe. Voilà. C'est beaucoup plus complexe. On parle vraiment des technicités beaucoup plus pointues, mais en soi, on peut faire traverser des émotions rien qu'en ayant un message authentique et en étant vous-même. Ok, merci beaucoup pour toute cette valeur qui, j'espère, vont aider beaucoup de personnes qui auront pu cette interview. J'espère que ça vous aura servi à comprendre. Et puis, comme on l'a dit, lancez-vous. Et est-ce que tu as un dernier petit mot pour conclure ? Le petit mot, c'est soyez passionnés et que cette passion puisse aviver vos envies d'avancer. Rendez la passion et l'amour que vous avez de ce que vous voulez partager plus fort que les peurs. Si vous vous concentrez sur cet amour, les peurs, vous les surmonterez. Super, merci beaucoup et puis je te retrouve très bientôt. À très vite. Ciao. Wow, vous êtes arrivé jusqu'à la fin du podcast. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que tous les conseils vous ont aidé à prendre conscience de tout ce que vous avez à faire pour pouvoir réussir vos prises de parole, vos conférences, et puis surtout vous allez mettre tout ça en pratique. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas de me laisser des petites reviews sur iTunes, les petites étoiles, ça m'aide à faire connaître le podcast, à partager le podcast autour de vous si vous avez aimé les conseils de Michel, si vous avez apprécié que je puisse l'inviter dans le podcast, et puis surtout vous pouvez retrouver Michel à l'école des conférenciers, il fait des sessions chaque année, vous avez les infos en description si vous voulez retrouver le travail de Michel et travailler justement la conférence et en faire, si vous le souhaitez, votre métier. Donc voilà, merci à vous de votre écoute. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, si vous voulez qu'on refasse avec Michel un podcast ou une interview plus actuelle avec tout ce qui s'est passé depuis cet enregistrement, n'hésitez pas. À très bientôt.